Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, je me lance dans un épisode un peu particulier puisque j'ai lu à suivre des livres que je n'avais pas choisis. Je m'explique. Pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, ça va faire un peu une répétition puisque j'ai déjà expliqué ça dans le dernier épisode. Mais pour ceux qui débarquent, j'ai une organisation assez réglée pour mes lectures. J'ai une très grande wishlist dans laquelle je pioche pour mes achats en librairie et d'occasion, et que je fournis à mes proches également pour mon anniversaire et pour Noël. Ça me permet de limiter un peu les achats compulsifs de livres, car je m'impose entre guillemets le fait de n'acheter que les livres de la liste. Je fais parfois des petites entorses au règlement. Si je vois un livre en librairie qui me tente vraiment, que j'ai un coup de cœur, parfois j'achète même s'il n'est pas dans la liste, et ça permet de fournir des idées cadeaux à mes proches. Du coup, je suis quand même assez libérale sur les ajouts dans la wishlist. Dès qu'un livre m'intéresse ou me parle un petit peu, je l'ajoute, ce qui fait que dans la liste, il y a vraiment que des trucs qui me tentent ou qui m'intéressent vraiment. Et la liste est immense. Et comme je vous l'ai dit, mes proches piochent dedans pour m'offrir des bouquins. Mais parfois, certaines personnes m'offrent des livres hors liste, des livres qui ne m'ont pas forcément tapé dans l'œil et sur lesquels je ne me serais peut-être pas arrêtée. C'est une occasion de découvrir autre chose et de sortir un peu de ma zone de confort, et c'est ce que je vous présente aujourd'hui avec 3 livres qui ont atterri directement dans ma bibliothèque sans passer par la case wishlist. Donc pour commencer cette série de livres que je n'ai pas choisis, j'ai commencé par Ce que je n'ai pas su de Solène Bakowski. Parce que pour être tout à fait honnête, ce n'est pas complètement un livre que je n'ai pas choisi. J'ai un autre livre de cette autrice dans ma wishlist, c'est Il faut beaucoup aimer les gens. Et ma maman voulait me l'offrir mais ne l'a pas trouvé. Par contre, elle est tombée sur celui-ci, qui est de la même autrice, et me l'a offert. Donc bon, effectivement, je ne l'ai pas choisi, mais il est quand même d'une autrice que je voulais découvrir. Le début de l'histoire est assez intriguant puisqu'on suit Hélène, dont le compagnon Paul l'a quittée un peu brutalement il y a 1 an. Il a laissé un mot d'excuse et il est parti. 0 nouvelles depuis. Et le roman débute avec un coup de fil durant lequel Hélène apprend la mort de Paul. Il a eu un accident de voiture, son enterrement est demain, dans un village qui lui est complètement inconnu. Et de fil en aiguille, Hélène finit par comprendre que Paul n'était pas vraiment celui qu'elle croyait. C'est un double texte avec Hélène qui raconte ses aventures après la mort de Paul et Paul lui-même qui nous raconte sa propre histoire. Je n'en dis pas trop, vous l'aurez bien compris avec mon résumé, l'histoire est pleine de mystères. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé les personnages très attachants et variés. J'ai aimé en savoir plus sur Paul parce qu'on a quelques points communs qui m'ont fait sourire. Le roman aborde énormément de thèmes. Les rêves de gosse, la famille, les secrets et les différends familiaux, la recherche de la vérité, le deuil bien sûr, mais surtout l'amour. C'est le thème principal et il est abordé ici d'une façon que je n'ai pas beaucoup vue ailleurs et j'ai trouvé que c'était fait d'une manière très juste par l'autrice. Idem, je peux pas trop développer sans tout vous spoiler et quand même ce serait dommage. Alors même si cette histoire commence avec un décès, c'est vraiment l'amour qui est au centre de tout. Si vous cherchez une histoire originale, qui aborde l'amour d'une très belle façon, qui aborde également l'impact que les secrets peuvent avoir, avec plein de personnages attachants, vous allez aimer cette histoire. Et bonus, si vous avez grandi dans une petite ville de campagne comme moi, vous risquez de beaucoup sourire durant cette lecture. Ça m'a donné encore plus hâte de découvrir le roman de Solène Bakowski qui est dans ma wishlist. Il faut beaucoup aimer les gens. Je vous lis le résumé tout de suite. Après un séjour en prison, Eddie Alune, 31 ans, est devenu veilleur de nuit, un métier qui lui permet d'échapper aux gens et aux ennuis. Il vient de perdre son père. En vidant l'appartement de son enfance, il retrouve des effets personnels qu'il a volés 20 ans plus tôt, à proximité d'une SDF morte dans la rue. Poussé par la culpabilité, il décide de rendre à cette femme l'histoire qui lui a été confisquée.
Une enquête commence dans laquelle Eddie se lance magnétophone à la main pour ne rien oublier. De rencontre en rencontre surgissent plus que des souvenirs. Des liens nouveaux se tissent et la mémoire, ravivée par Eddie, va bouleverser bien des vies. Ça a l'air hyper touchant comme histoire, donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. Poursuivons avec un autre roman qui n'était pas sur ma wishlist, c'est Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. C'est une de mes amies, grande lectrice également, qui me l'a proposé puisqu'elle l'avait en double. Et clairement, je ne dis jamais non. Quand on propose de me donner un livre, c'est un principe. Je n'avais jamais lu de livre de Baptiste Beaulieu, qui avant d'être auteur est également médecin. Et bien que je le suivais à un moment sur les réseaux sociaux et que j'avais déjà vu pas mal de ses livres passer, je n'en avais jamais lu. Ici, on est sur un roman sorti en 2018 et qui raconte l'histoire de Jean, le narrateur, qui se voit confier par son père des lettres écrites par son grand-père, Moïse, décédé il y a peu. Les lettres sont destinées à une certaine Anne-Lise Schmitt, que ni Jean ni son père ne connaissent. Et ces lettres retracent toute la vie de Moïse. Moïse était un homme pas très loquace, plutôt renfermé sur lui-même, qui ne parlait jamais de son passé. Et donc on découvre les lettres avec Jean, on découvre le passé de Moïse à l'époque de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, et évidemment plein de questions apparaissent sur la destinataire des lettres. Qui est cette femme à qui Moïse raconte ainsi toute sa vie sans sentiment, sans langue de bois, alors qu'il était si froid et si distant. J'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas à grand chose, je ne savais pas trop par où le récit allait se diriger, et c'était vraiment une superbe histoire. J'ai écrit dans mes notes concernant cette lecture, un vrai plaisir et déchirant. Ce roman parle beaucoup d'amour. Le titre illustre vraiment bien le récit. C'est une histoire d'amour et même de plusieurs amours. Et pas que l'amour amoureux, mais aussi l'amour familial, et ce n'est pas toujours un amour heureux. Les personnages sont attachants et très réalistes puisque Baptiste Beaulieu s'est inspiré de sa propre histoire familiale pour écrire. Il y a bien eu des lettres retrouvées et il y a effectivement une recherche active pour retrouver l'identité de la destinataire de ces lettres. Donc lisez ce roman, plus il y aura de gens à lire ce bouquin, plus on aura de chances de retrouver Anne-Lise Schmitt et d'avoir le fin mot de l'histoire. En bref, si vous cherchez un roman très touchant, poignant, qui va vous faire chavirer pour ces histoires d'amour et de vie, et qui en plus est inspiré d'une histoire vraie, foncez pour Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. Troisième et dernier livre qui ne sort pas de ma wishlist, Les Reines sombres de Shelley Pouac. Offert par mon frère pour Noël il y a 1 an, il avait même commencé à le lire lui-même avant de me l'offrir. Ici on change clairement de genre comparé aux 2 précédents, puisqu'on est sur de l'historique, et c'est une double biographie. Il est sorti en 2023, écrit par Shelley Pouac, une autrice américaine qui est surtout connue pour ses écrits de poésie. Elle explique dans l'introduction qu'en choisissant un costume d'Halloween, elle en est venue à se pencher sur le personnage de Brunhilde dans l'opéra de Wagner, L'Anneau du Nibelung. Et c'est ainsi qu'elle se lance alors dans des recherches sur Brunehaut ou Brunhilde selon les textes, et Frédégonde, 2 reines mérovingiennes qui se sont longuement opposées. Et le fruit de ces recherches se trouve donc dans Les Reines sombres. C'est un livre que j'ai adoré lire. Clairement, c'est une biographie, un documentaire historique. Il y a des cartes mises à notre disposition, un arbre généalogique, toutes les références bibliographiques qu'elle a utilisées, mais également des illustrations d'époque, ce que j'ai trouvé très agréable. Et l'histoire de ces 2 reines en elle-même est incroyable. Il se passe tellement de trucs, c'était dingue à lire. Il y a des intrigues politiques à foison, des assassinats orchestrés, des coups bas, des trahisons, une rébellion de religieuses. C'était passionnant. J'ai appris énormément de choses sur l'histoire de France. Ça m'a même donné envie d'en lire encore plus, notamment les écrits de Grégoire de Tours qui apparaît dans ce livre et qui a également beaucoup écrit à l'époque. Je n'avais pas lu de livre historique depuis une éternité et sincèrement j'ai adoré.
J'ai passé un super bon moment, c'était très bien écrit, pas du tout lourd à lire. Je suis preneuse de vos recommandations historiques, du coup, parce que ça m'a donné envie de continuer dans ce genre-là. En clair, si vous aimez le côté intrigue politique de Game of Thrones, parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça durant ma lecture, et que vous aimez l'histoire de France, Les Reines Sombres, c'est le candidat idéal pour rejoindre votre bibliothèque. En conclusion de cet épisode sur des livres que je n'ai pas choisis moi-même, eh bien ça n'a été que des bonnes découvertes. Ce que je n'ai pas su de Solène Bakowski et toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu sont des romans contemporains français, genre que je lis assez régulièrement même si je ne connaissais pas ces auteurs particulièrement. Et concernant Les Reines Sombres de Shelley Pouac, il m'a vraiment sorti de ma zone de confort et de ce que j'ai l'habitude de lire habituellement. Et bonne pioche pour mon frère puisque c'est celui-là que j'ai préféré des trois. J'ai trouvé le sujet passionnant, très bien documenté et c'est avec plaisir que je me replongerai dans des biographies. Je vous referai sûrement des épisodes dans ce style puisque je pense que j'aurai sûrement encore des livres qui ne font pas partie de la wishlist. Et pour clore cet épisode, je vous lis juste le tout début des Reines Sombres. Alors, pour être vraiment précise, les Reines Sombres débutent par une note de l'autrice où elle explique comment elle en est arrivée à se pencher sur Bruno et son histoire et comment elle en est arrivée à écrire ce livre. Et après la note de l'autrice, on a des cartes qui représentent le royaume des Francs à l'époque et également un arbre généalogique qui reprend les liens entre toutes les personnes citées. Donc là je vais juste vous lire le prologue et puis le début du chapitre 1 qui interviennent juste après. Prologue. Europe de l'Ouest, 6e siècle. Rome est tombée. Sur l'antique frontière de l'Empire, l'ordre ancien affronte un nouveau monde barbare. Une famille apparaît pour conquérir la brèche. De la côte atlantique aux Alpes, de la mer du Nord à la Méditerranée, elle règne en maître. Jusqu'à ce qu'une terrible guerre civile brise les dynasties. Une guerre qui fera rage plus longtemps que la guerre des Deux Roses en Angleterre, engloutira plus de territoires, tuera plus de monarques, et marquera la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Elle commence par une succession rapide de 3 mariages, et par un assassinat. Chapitre 1. Un mariage à Metz. Quand la princesse Bruno fut conduite dans la grande salle, les hommes assemblés jouèrent des coudes, tendirent le cou, se hissèrent sur la pointe des pieds pour essayer de l'apercevoir. Nous étions au printemps 567. La carte du monde connu, composée de 2 grands lobes de terre séparés par la Méditerranée, évoquait des poumons quand on la faisait pivoter de 90 degrés. Cette princesse venait de l'extrémité du poumon gauche, en Espagne, et avait parcouru plus d'1 millier de kilomètres, traversant les neiges des Pyrénées et les vignobles ensoleillés de Narbonne, pour arriver en territoire franc. Bruno allait voir par elle-même si les histoires qu'on lui avait racontées étaient vraies. Que dans les forêts de ces francs les chênes étaient si larges que 40 hommes ne suffisaient pas pour en emporter un quand il était tombé. Qu'au milieu de ces forêts rôdaient des meutes de loups dont certains pouvaient se changer en hommes. Que des dragons dévoreurs d'enfants y demeuraient même si les évêques affirmaient les avoir pour la plupart vaincus. Mais le clergé n'avait pas encore triomphé de tous les païens. Des villageois avaient encore des autels au fond des forêts et s'accrochaient à leurs idoles de bois. Certains sacrifiaient encore à Odin, ou même à Thor. Malgré cela, on peut se demander pourquoi, le jour du mariage de Bruno, tandis qu'elle avançait dans la salle comble, une voix forte mais tremblante invoquait des divinités de l'Antiquité classique. En effet, aucun de ces francs réunis là, ni leurs parents ou grands-parents n'avaient jamais adoré Vénus, Cupidon, Apollon ou Mars. Le jeune homme nerveux qui déclamait ces noms s'essayait au panégyrique romain, un poème de louange. Il s'appelait Venance Fortuna, et c'était sa première commande pour une cour royale. Tout juste arrivé d'Italie, il espérait recueillir des acclamations et faire fortune en terre franque. Sans doute savait-il que se distinguer au mariage du roi Sigebert pouvait lancer sa carrière. En Francie, tout ce qui, ou plus exactement, tout ce qui était associé à la Rome antique faisait fureur. Un joueur de cithare, un cuisinier, un poète latin. Bien sûr, un tout autre refrain pouvait aussi hanter l'esprit de Fortuna. Gare à la colère du roi, pas de faux pas. La princesse Bruno était arrivée quelques jours auparavant, dans des chariots où s'entassaient de grands trésors, pièces d'or et d'argent,
bols et gobelets sertis de pierres précieuses, sceptres, soie et fourrure, que les esclaves du palais continuaient encore de décharger. On la menait maintenant dans ce que les Francs appelaient la cour d'or, où elle allait rencontrer ses nouveaux sujets. Il est probable que le bras droit du roi Sigebert, le jeune comte Gogon, soit proposé de l'escorter. Il l'accompagnait depuis l'Espagne, aussi accueillait-elle sans doute avec reconnaissance ce visage familier. Prenant le bras de Gogon, elle se laissa guider devant le regard inquisiteur d'une foule d'avides et de curieux. Y voyait-il en elle qu'un trésor de plus, un calice éclatant, une jument de prix. Voilà pour les premières pages du premier chapitre des Reines Sombres. Donc c'est une biographie, mais c'est écrit un peu moins factuel que les biographies habituelles qu'on peut imaginer. Il y a quand même des descriptions et une tournure de phrases qui se rapprochent un tout petit peu plus du roman et de la fiction que des biographies habituelles. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai. Mais toujours pour insister sur le fait que c'est vraiment un super livre. J'ai adoré me plonger dedans. C'est hyper bien détaillé, hyper bien documenté aussi. C'était une super lecture. J'ai adoré. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast des livres et des lettres pour parler lecture et littérature. Et je vous dis à très bientôt.